Les germes de l'espoir. Des centaines de portes, arrachées au prix de pertes humaines colossales, formaient le cœur de nouveaux bastions. Les premières cités fondées furent les graines de l'espoir à Giran, mais chaque royaume mortel a la sienne. Si la plupart sont assiégées, elles continuent néanmoins de prospérer. Au fil de cette tumultueuse saison de guerre, les fondations du nouvel ordre de Sigmar furent posées. Le dieu roi et ses conseillers éternels de l'orage avaient choisi avec soin les sites qui formeraient les pierres angulaires de son nouvel empire, chacune placée au croisement de lignes de magie invisibles qui traversaient les royaumes et les reliaient en une toile géomantique. La plupart des nouvelles cités furent bâties en un laps de temps incroyablement court, leur construction alimentée par l'énergie quasi infinie des substances magiques mais volatiles appelées pierres de royaume. Mais même Sigmar n'avait pas prévu la vitesse à laquelle les cités placées sous l'égide d'Alarielle se développeraient. La première graine de l'espoir fut la cité vivante, métropole de chêne et de pierre dans la contrée verdoyante de Tyria, la nation la plus à l'ouest de l'éternel renouveau. La cité vivante n'est pas née d'un artifice, mais de la magie. En ensorcelant les racines, les écorces et les vrilles, Alarielle modela la cité à partir de la forêt, de la terre et de la rivière qui la traversait. La cité s'éleva en quelques jours, et tandis que les autres métropoles naissantes résonnaient au son du marteau sur le burin, la cité vivante fut façonnée par le chant spirituel des sylvanettes et le grondement des arbres qui poussaient. Bien que pourrie par Nurgle, lorsque la puissance du père des pluies est à son fait, elle forme un excellent rempart contre l'obscurité et le cœur d'une alliance de longue date entre les hommes, les elfes et les sylvanettes de cette région. À peu près au même moment, le Phoenicium, fondé dans la région voisine de Kyogma, ancienne cité, avait depuis longtemps été engloutie par une colossale avalanche d'ambre liquide. Les volcans d'Erosia avaient noyé les terres sous une sève translucide, et la montagne arborescente de Kogmia s'était soulevée, tant et si bien que ses flancs s'étaient fondus. La cité qui reposait sur ses épaules, la clairière elfique, se retrouva figée dans la résine. Seule la fondation des graines de l'espoir permit à Alarielle et à ses alliés du Temple du Phénix de faire fondre l'ambre et de ressusciter l'ancienne cité qu'ils renommèrent le Phoenicium. Depuis ce jour, la cité est synonyme de renaissance et de revanche contre les forces du chaos. La forteresse d'eau grise ne pouvait pas être plus différente des précédentes. Cette métropole industrielle, une souillure sur le paysage jadis luxuriant de Verdia, était connue pour son artillerie, sa poudre et ses merveilles d'ingénierie qu'elle offrait aux autres nations de Giran. Parmi toutes les graines de l'espoir, Eau Grise était celle qui utilisait les pierres de royaume de la façon la plus hardie, et ses rejets industriels ont à jamais pollué toutes les terres alentour, d'ailleurs renommée la Terre des Mânes. Ce fut un tel affront pour les sylvanettes de la région qu'elle faillit être rasée par des esprits de la nature enragés avant qu'un accord soit conclu. La cité fut mise en quarantaine et ne disposa plus que d'un seul accès. Si son industrie devait déborder de ses frontières, Alarielle laisserait l'esprit arbre séculaire du chêne pâle et sa sylve de guerre la réduire en charpie. La cité suivante fut Amerol-Gira, la moitié de la cité à deux queues, construite autour de la porte de la faille orageuse à Verdia. Avec son pendant à Akshi, Amerol-Aksha, elle est sans conteste la plus grande métropole des royaumes mortels. Les cités de l'Éternel Renouveau et celles du Vastarid ont établi un impressionnant réseau de coopération commerciale et militaire,
et Akshi abrite de nombreuses cités capables de rivaliser avec les germes de l'espoir. Bien qu'elle soit plus jeune de plusieurs décennies, la vigilante cité de l'œil de la tempête, Andvilgard, la brumeuse, cœur sacré de la magie et pointe radieuse, la cosmopolite, sont devenues de fières citadelles. Au cours des siècles qui suivirent, les guerres de porte de royaume d'innombrables cités de Sigmar ont été établies à travers les royaumes mortels. Mais pour toutes celles qui ont dressé leurs remparts vers le ciel, des dizaines d'autres n'ont pas survécu au combat de l'âge de Sigmar. Leurs ruines jonchent les terres de chaque nation, témoignant de la puissance des forces maléfiques qui hantent encore les royaumes. Voyons voir. Vous avez Glimforge et Létis dans les sous-mondes de Chiche, la cité à deux queues bien sûr, la conquête du pionnier et Thor Limina dans les royaumes illuminés. Vous avez Excelsis sur la côte des défenses, bien qu'elle soit en feu, comme la vieille Vindicarum dans la croix de spirale. Et puis, un peu plus près, Mistone, désespérance, mince espoir et promesse barbelée. Non pas que je sois jamais allé, vous prenez pour un fou, quoi. Citation de Griscalotte, le bavard, tenancier de l'œil du griffon. De sombres présages. Même si les murs des nouvelles cités s'élevaient fièrement, nul n'était en sécurité. Un vieil ennemi de Sigmar renforçait son pouvoir dans l'obscurité de Chiish et s'apprêtait à frapper. Le grand plan de Nagash touchait à son terme, et les prémices de son chef-d'œuvre se faisaient déjà sentir à travers les royaumes. L'ère commença insidieusement, tout comme les manœuvres qui y mènèrent. Nulle fanfare n'annonça le temps des vicissitudes, juste une série d'événements toujours plus perturbants que sinistres augures qui déstabilisèrent même ceux habitués à la vie dans les royaumes mortels. Les récoltes pourrirent, le maïs émondé ne révélant qu'une poignée de dents. Des corbeaux morts tapissaient les routes boueuses. Des silhouettes de crânes hantaient les cieux et le vent charriait la puanteur de charognes pourries et de tombes poussiéreuses. D'autres signes et présages suivirent, comme si les royaumes tentaient d'avertir la population. Des visions assaillirent les prophètes et même les hommes dont les nuits étaient hantées, à l'instar de Vandus Amerhand, seigneur célestan et héros de la péninsule de Soufre. Ce dernier transmit un avertissement au dieu roi, avertissement qui lui avait été livré par l'être de foudre qui murmurait dans ses rêves. Une œuvre maléfique était sur le point de voir le jour dans les profondeurs du royaume de Nagash, et si elle devait être menée à terme, tout ce pourquoi Azir avait lutté serait perdu. Vandus ne fut pas le seul à avoir des prémonitions. Chaque race et espèce avait ses propres prophètes et augures, dont un grand nombre avaient réussi à pousser leur peuple à marcher sur Chiish. Alors que les seigneurs ordinators de Sigmar organisaient les fraternités d'éternel de l'orage pour mener les armées des cités franches, les hordes de la destruction sortirent de leur antre, mus par un désir inné de livrer la guerre plutôt que par un plan de bataille préétabli. Les armées d'adorateurs du chaos, issues des terres reculées et des désolations, envoyèrent des bandes dans le royaume de la mort, leurs chefs, habitués à écouter leurs devins, et à ce stade, tous étaient sûrs que le royaume améthyste était à l'origine de ces émanations spectrales. La source de la malédiction qui sévissait dans les royaumes n'était pas juste un pic d'énergie meurtrière, mais un plan que Nagash avait mis en branle des millénaires plus tôt. Le seigneur suprême des morts-vivants avait traversé tout Chiish dans sa quête visant à devenir l'unique divinité de ce royaume.
Il avait affronté les dieux mineurs de la mort qui avaient régné sur la quiétude de chaque paradis et purgatoire, les conquérant un par un, consumant leur énergie et étendant son emprise sur chaque île et masse continentale qui formaient les sous-mondes. Mais pour Nagash, ce n'était pas suffisant. Des âmes continuaient de filer entre ses doigts osseux, des âmes dont les autres dieux, y compris Sigmar, s'emparaient, privant Nagash de ce qu'il considérait comme son dû, à savoir son autorité sur toute chose qui passait dans l'au-delà. De son amertume naquit un plan apte à précipiter la fin d'une époque. Nagash ordonna à son serviteur le plus fidèle, le seigneur Lich Arcane, de récupérer la pierre de royaume du périmètre hostile de son royaume de prédilection, où le sable sépulcral de Chiich était présent en telle quantité que les confins du royaume étaient couverts de dunes pourpres et grises, chaque grain lié intrinsèquement à la mortalité d'une âme vivante. Aucun agent humain n'aurait pu espérer résister à la concentration d'énergie mortelle qui y régnait, car dans ce lieu, la force de la vie peut être soufflée par le vent aussi facilement qu'une toile d'araignée. Arcane mit au travail des légions de squelettes morts-vivants soumis à sa volonté. Guidé par ses disciples noirs, chacun de ces guerriers rapporta un unique grain de sable à Nagashizar, en un incessant va-et-vient, telle une colonne de fourmis rapportant des miettes à leur nid. À une telle proximité de l'énergie cristallisée de la mort, un homme ordinaire aurait vieilli prématurément et se serait tué à la tâche. Mais les squelettes, au service d'Arcane, assumèrent leur fardeau sans faillir. Ce fut une entreprise d'une ampleur et d'une ambition démente, que seul un immortel aurait espéré achever. Mais elle se poursuivit pendant des siècles dans un silence méthodique. Si un groupe de squelettes était décimé par des pillards, des aurochs ou des tempêtes, un autre prenait sa place pour récupérer leurs grains et tout reprenait comme si de rien n'était. Dans le cœur de Nagashizar, la pierre de royaume était récoltée et vitrifiée selon un procédé alchimique en une pierre dure comme de l'obsidienne. De cette substance, Nagash construisit une vaste pyramide inversée. La grande pyramide noire fut achevée malgré tous les efforts de ceux qui s'enfoncèrent dans le cœur de Chiich pour tenter de l'arrêter. Nurgle lui-même, offensé par l'infertilité et la finalité des visions qui tourbillonnaient dans son chaudron, envoya de nouveau ses démons favoris dans le royaume de la mort. Mais même le déluge de maladies pestilentielles conjurées par Rotigus, père des pluies, ne put briser l'étreinte du grand nécromancien sur les territoires primordiaux. Alors même que les cités de Sigmar s'établissaient dans les royaumes mortels, les forces fidèles au dieu roi, sous le commandement du seigneur ordinateur Vorus Starstrike, bavèrent des portes de royaumes oubliés, des déserts maudits et des gouffres béants pour converger vers Nagashizar, leur assaut coïncidant avec celui de l'infâme adepte du chaos, la reine éternelle Marakar Blood-Sky. Alors, lors de l'ultime approche vers le bastion de Nagash, les deux puissantes armées furent poussées à s'attaquer par les manipulations du démon Tsinchien appelé le Mystificateur et se retrouvèrent dans une impasse. Ce furent les hordes dévastatrices de la destruction qui posèrent la plus grande menace à l'œuvre de Nagash, car dans leur brutalité, elles avaient fracassé les défenses extérieures de Nagashizar. Si ces trois forces avaient atteint la cité au même moment, l'histoire aurait peut-être être très différente. Mais en l'occurrence, les hordes de peau verte furent taillées en pièces par les gardiens impassibles de la nécropole du nécromancien. Devenue la plus grande concentration de magie dans tout Chiich, la grande pyramide noire était au centre d'un rite planifié de longue date par Nagash. Le roi mort-vivant focalisa sa magie dans un rituel si puissant que les dieux se soulevèrent lorsque
La polarité magique du royaume tout entier s'inversa. Tournoyant sur elle-même, telle la tête d'une perceuse, la pyramide vrilla le cœur du royaume pour créer le nadir de Chiche, un gouffre colossal d'énergie de la mort si concentrée que sa création fit courir des ondes de choc à travers tout le cosmos. Les conséquences de ce grand rituel se manifestèrent de nombreuses manières, mais surtout sous la forme d'une invasion d'esprits torturés, issus des sous-mondes qui investirent les terres des vivants et remodelèrent le royaume de la mort. Nagash n'aurait plus à œuvrer sans cesse pour soumettre les morts du royaume à sa poigne. Au lieu de cela, les sous-mondes viendraient à lui, tels des débris attirés par un tourbillon des terres de royaume de la mort. Étaient entravées vers la forteresse du grand nécromancien à Nagashizar, où elles étaient décomposées en limons noirs, riches en énergie surnaturelle. Après cette grande conquête métaphysique, Nagash avait cimenté son emprise sur le royaume de la mort. Les races humaines, elfes, duardins et peaux-vertes furent saisies de confusion et de désespoir. Même les dieux sombres hurlèrent d'indignation, car le chaos déchaîné par Nagash avait fait grandement pencher la balance du pouvoir en sa faveur. Un nouveau cauchemar s'était abattu sur les royaumes mortels.